Le nombre limité est 100, donc on aura besoin de commencer. Donc déjà avant de commencer vos questions, donc on va faire une petite introduction sur la norme ou bien un petit résumé au niveau de la norme ISO 9001 version 2015. Donc tout d'abord je me présente, je m'appelle Mohamed Zine, je suis un ingénieur industriel avec 13 ans ou bien 12 ans d'expérience. Actuellement je m'en occupe d'un poste de directeur technique dans une société industrielle. Je suis aussi un auditeur qualifié qualité, sécurité, environnement. Je suis aussi un formateur dans tout ce qui est industriel, donc qualité, production, maintenance industrielle, logistique et notamment la gestion de projet. Alors, je suis aussi le créateur du cabinet QP2M Consulting, donc qui travaille ou bien dans le domaine du consulting, aussi notamment dans l'industrie, tout ce qui est mise en place du système de management de la qualité, tout ce qui est aussi formation dans la QHSE, dans la qualité produit aussi, dans la logistique, la production, etc. Donc déjà pour initialiser ou bien pour parler ou bien pour résumer un petit peu la norme ISO 9001 version 2015. Donc la norme ISO 9001 c'est une norme dont l'objectif est gérer et mettre en place un système de management de la qualité. Donc c'est une norme qui apparaît, ou bien la première version était en 1987, ensuite il y a une autre version en 1994, puis la version 2000 et ensuite 2008 et enfin on est dans la version 2015. Donc généralement comme vous voyez, donc il n'y a pas une périodicité bien définie pour l'apparition d'une nouvelle version ou bien d'une autre version, donc c'est juste à partir des retours d'expérience des sociétés, etc. Alors donc pour la nouvelle version, c'est une norme qui subit aussi à ce qu'on appelle l'HLS ou bien la structure HLS, High Level Structure. Donc c'est une structure commune entre les normes dans les différents systèmes de management, quoi que ce soit qualité, environnement, sécurité, etc. Donc c'est-à-dire c'est une structure dont l'objectif de faciliter l'intégration des systèmes, donc c'est-à-dire afin que les sociétés qui veulent instaurer un système intégré peuvent le faire tout simplement avec une simplicité, c'est-à-dire le fait de faire ou bien de mettre en place un système 9001 par exemple, donc c'est facile tout simplement à passer à une autre ou bien à un autre système. Donc tout ce qui est différencié au niveau tout simplement de tout ce qui est activité opérationnelle. Donc la structure HLS, donc il se base aussi sur l'approche processus. Donc il y a aussi de nouvelles approches comme l'approche risque, comme l'approche perspective cycle de vie, comme aussi l'approche analyse ou bien la gestion des risques, etc. Donc la norme ISO 9001, donc il se constitue de 10 chapitres. Donc les 3 premiers chapitres, ce sont des chapitres informatifs. Donc l'objectif c'est de définir le domaine d'application de cette norme, donc qui est applicable tout simplement dans toutes les sociétés, dans toutes les entreprises, quoi que ce soit leurs activités, leur taille, etc. Aussi dans le chapitre ou bien dans les 3 premiers chapitres, donc il y a ce qu'on appelle les référentiels normatifs. Donc on sait bien que c'est une norme qui n'a pas une relation avec des autres normes ou bien des autres référentiels normatifs. Ensuite le chapitre 3 consiste à définir un ensemble des mots ou bien des définitions relatives au système de management de la qualité ou bien relatives à la norme ISO 9001, etc. Et ensuite donc il y a les 7 autres chapitres, donc ce sont des chapitres auditables parce que tout simplement ils contiennent des exigences. Donc à partir du chapitre 4 intitulé le contexte de l'organisme, donc dans le contexte de l'organisme, donc il y a tout ce qui est analyse des enjeux, tout ce qui est définition de périmètre de système dans la société, objet de la mise en place d'un système de management de la qualité. Il y a aussi tout ce qui est analyse des parties intéressées, etc. Donc la notion contexte de l'organisme aussi c'est une nouvelle notion, ou bien c'est une notion qui apparaît dans la nouvelle version, dont l'objectif de sauter de tout ce qui est environnement interne et gérer aussi le système ou bien la relation du système avec son environnement externe, donc c'est-à-dire les parties intéressées externes, c'est-à-dire les enjeux externes, etc. Ensuite, toujours dans le chapitre 4, donc il y a aussi tout ce qui est définition des processus, ou bien comment gérer les processus, comment définir les processus, quelles sont les interactions entre processus, etc. Ensuite, le chapitre 5,
il définit la relation, ou bien il définit l'engagement de la direction vis-à-vis du système de management de la qualité, à savoir la politique qualité, les autorités, les responsabilités, etc. Donc le chapitre 6, donc à partir de ce chapitre 6.1, donc il détaille comment identifier, évaluer, analyser vos risques et vos opportunités, comment aussi planifier les actions face à ces risques et ces opportunités, comment aussi planifier les actions face à tout ce qui est modification qui peut apporter le système de management de la qualité, et aussi ou bien les actions pour atteindre les objectifs de qualité. Donc dans le chapitre 7, généralement, il y a tout ce qui est relatif au processus support, donc tout ce qui est par exemple gestion des compétences, sensibilisation, communication, gestion des informations documentées, etc. Donc ensuite, dans le chapitre 8 qui est les activités opérationnelles, donc comment planifier par exemple une production ou bien un service, donc la réalisation d'un produit ou bien d'un service, comment gérer les non-conformités liées à un produit, comment aussi gérer tout ce qui est conception et du développement des nouveaux services ou bien des nouvelles productions ou des nouveaux produits. Il y a aussi on peut ajouter aussi dans le chapitre 7 comment gérer aussi tout ce qui est infrastructure. Donc lorsqu'on parle de l'infrastructure, donc il comprend ou bien il se constitue de tout ce qui est matériel, donc c'est-à-dire la gestion du parc machine, etc., tout ce qui est instruments de mesure, tout ce qui est aussi locaux, l'environnement pour la gestion des processus, etc. Dans le chapitre 9, donc il y a tout ce qui est évaluation de la performance, donc comment évaluer votre système conformément à la norme ISO 9001. Donc il y a plusieurs moyens, bien sûr, à partir de tout ce qui est revue de direction, tout ce qui est audit interne, tout ce qui est aussi indicateur de performance, etc. Et dans le chapitre 10, donc on peut parler tout simplement de tout ce qui est amélioration de système de management de la qualité, donc c'est-à-dire comment planifier aussi des actions pour améliorer votre système, soit par exemple en se basant sur des analyses, sur un besoin en amélioration, sur la détection des non-conformités, etc. Donc ça c'est un petit résumé de la norme. Donc on commence par ou bien on commence à répondre à vos questions. Donc je vais essayer de voir, s'il vous plaît, essayez de numéroter les questions, comme ça on va essayer de ne pas oublier n'importe quelle question. Donc la première question c'était ou bien de Zineb El-Qabli. Donc dans une norme, seules les formes verbales doivent sont utilisées pour exprimer une exigence, ou bien on peut trouver les exigences dans des notes ou bien dans des annexes qualifiant de normatif. Alors donc généralement pour la norme ISO 9001 version 2015, ou bien dans toutes les normes qui suivent tout simplement la structure HLS, donc il y a des exigences que la norme exige de les documenter sous forme d'une information documentée, et il y a des autres, donc tout simplement qu'on ne peut pas, ou bien qu'on ne trouve pas, bien sûr, l'exigence relative à la documentation. Mais généralement, lorsqu'on parle de la norme ISO 9001 aussi des autres normes, donc il n'y a pas dans ces normes tout simplement ce qu'on appelle une typologie documentaire, donc c'est-à-dire tout simplement la norme, il n'exige pas une façon de documenter vos informations. Donc l'essentiel, je parle surtout pour les exigences qui sont exigées de les informatiser, c'est-à-dire c'est à vous bien sûr de choisir comment vous pouvez documenter ces informations. Vous pouvez par exemple utiliser des procédures, vous pouvez utiliser des enregistrements, vous pouvez utiliser des formulaires, vous pouvez même utiliser des formats informatiques, etc. Donc l'essentiel c'est de garder, d'enregistrer ou bien de documenter en utilisant le terme de la norme. Donc c'est de documenter ces informations. Donc il y a ce qu'on appelle l'information documentée, ou bien il y a des exigences dans le chapitre 7 qui s'appelle la gestion des informations documentées. Par contre, lorsqu'on parle des anciennes versions, par exemple la version 2008 de la norme ISO 9001 ou bien la version 2004 de la norme 14001, donc on peut trouver une typologie de documents, c'est-à-dire on peut trouver la notion de procédure, c'est-à-dire il y a des procédures qui sont exigées par la norme. Il y a aussi des autres types de documents comme le manuel qualité, il y a des autres comme par exemple des procédures, comme j'ai dit, des procédures exigées comme la procédure traitement des produits non conformes, comme la procédure audit interne, etc. Par contre, pour la nouvelle version, donc tout simplement, c'est à vous de choisir votre façon de documenter vos informations exigées à être documentées, bien sûr. Alors donc, on passe à l'autre question. Question 2. Les expressions telles qu'il convient et les recommandées sont-elles utilisées pour exprimer
une exigence. J'ai pas bien saisi la question, Madame Zineb. Alors, donc, en attendant de reformuler la question, donc je passe à une autre question de Monsieur Mohamed Saïd Laifi. Alors, s'il vous plaît, je crois qu'il y a un problème technique de votre. Alors, on n'entend pas bien, je sais pas. Et est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a des personnes qui ont déclaré qu'il y a un problème au niveau du son. On vous entend bien, donc le son n'est pas clair. On vous entend pas bien. Monsieur, je n'ai pas compris la question. Donc, concernant la question qu'on l'auditeur. Alors, donc, Monsieur Reda, la question 2. Quand l'auditeur dit il convient ou il est recommandé, ça veut que vous répondez à la norme. Donc là, lorsqu'on parle d'une recommandation, donc on parle des constats d'audit. Donc généralement pour les constats d'audit, donc il y a plusieurs constats, bien ça dépend au niveau du point détecté ou bien du constat. Donc on peut trouver par exemple des non-conformités qui sont majeures, des non-conformités qui sont mineures. On peut trouver aussi des points sensibles, c'est-à-dire ce sont des limites entre un point, une recommandation et une non-conformité, donc on peut le considérer comme un point sensible. Mais par exemple le fait de ne pas répondre à un point sensible, donc on peut le reconduire après, bien sûr, ou bien dans un autre audit sous forme d'une non-conformité. Et il y a ce qu'on appelle recommandation. Donc lorsqu'on parle d'une recommandation, donc comme M. Reda il a dit dans sa réponse, donc lorsqu'on parle d'une recommandation, donc il ne s'agit pas d'une non-conformité, mais il s'agit tout simplement d'une proposition d'amélioration, ou bien un conseil pour éviter par exemple à tomber, ou bien pour éviter à arriver à un point sensible ou bien à une non-conformité. C'est-à-dire lorsqu'un auditeur par exemple vous dise, ou bien vous dites voilà c'est une recommandation, donc il ne s'agit pas tout simplement d'une non-conformité, mais c'est une piste, ou bien c'est un point de, ou bien proposition d'amélioration, bien sûr, afin d'améliorer votre système, ou bien afin d'éviter d'avoir, bien sûr, tout simplement une non-conformité. Alors donc, comment évaluer les opportunités? Alors donc, généralement pour les opportunités, donc on peut les évaluer, c'est de la même façon que vous évaluez vos risques. Donc généralement le problème c'est que c'est pas évident d'identifier des opportunités, mais pour faciliter l'identification des opportunités, vaut mieux de bien faire, ou bien d'analyser, ou bien de faire une analyse approfondie des analyses des enjeux, parce qu'on sait bien que dans les analyses des enjeux, donc on parle aussi, surtout par exemple pour les personnes, ou bien pour les personnes qui adoptent par exemple la matrice SWOT pour analyser les enjeux, donc on peut parler des opportunités, au moins des opportunités externes, donc le fait d'identifier ces opportunités, donc déjà ça va faciliter l'analyse de ces opportunités. Pour la méthode d'évaluation ou bien des analyses, donc vous pouvez utiliser de la même façon, donc vous pouvez choisir par exemple comme l'analyse des risques, vous pouvez choisir des facteurs pour analyser, ou bien plutôt pour évaluer ces opportunités comme le maximum, ou bien comme la majorité des personnes utilisent par exemple tout ce qui est facteur fréquence et aussi gravité. Donc vous pouvez évaluer aussi les opportunités de la même façon, mais aussi pour faciliter la détection aussi, ou bien l'identification de ces opportunités, vous pouvez aussi lier ces opportunités avec des risques. C'est-à-dire, on sait bien par exemple que le fait de maîtriser un risque, etc. On prend un exemple, supposons par exemple dans un processus quelconque, on prend par exemple le processus achat. Supposons que nous avons comme risque, par exemple, la réception des marchandises non conformes ou bien d'une livraison non conforme. Donc, le fait, par exemple, d'avoir des bons fournisseurs, d'avoir aussi un bon contrôle à la réception, etc. Donc, on peut le considérer comme étant une opportunité interne. Donc, pour évaluer tout simplement cette opportunité, donc vous pouvez évaluer tout simplement le risque lié à non-maîtrise de cette opportunité, ou bien à non-détection, ou bien à l'absence de cette opportunité. Donc ça peut faciliter tout simplement l'évaluation de cette opportunité. Et bien sûr pour le reste de l'évaluation, ou bien après l'évaluation, donc vous pouvez analyser aussi de la même façon que les risques, vous pouvez analyser aussi quelles sont les causes
liées à cette opportunité, quelles sont aussi la conséquence liée à la détection ou bien à la maîtrise de cette opportunité. Et bien sûr, ensuite, pour se conformer à la norme, vous planifiez tout simplement des actions pour maîtriser ou bien pour gérer cette opportunité, comme le cas des risques, et ensuite de suivre bien sûr ces actions afin de détecter ce qu'il s'agisse des actions qui sont efficaces ou non. Donc on continue, comment évaluer les opportunités. Donc une autre question, est-ce que la norme ISO 9000 en version 2015 n'exige plus aux entreprises le manuel qualité et les procédures aussi? Donc c'est ce qu'on vient déjà de dire. Donc dans cette version, donc il n'y a pas une typologie de documents. Donc vous ne pouvez pas trouver par exemple dans la nouvelle version ce qu'on appelle une procédure. Donc c'est-à-dire si il y a une exigence qui exige, ou bien il y a par exemple une exigence qui doivent être documentée. Donc c'est à vous de choisir ta façon ou bien votre façon de la documenter. Pour le manuel qualité, il n'est plus exigé dans la norme aussi, donc ça n'existe pas dans la nouvelle version. Par contre, dans les anciennes versions comme la version 2008 ou bien 2000, donc on peut trouver le manuel qualité. Alors donc voilà, on continue. Madame Cheyouma, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'approche par les risques basée sur une démarche proactive est un élément très important dans la mise en place d'un système de management de la qualité et l'amélioration de la qualité au sein des entreprises? Donc oui, parmi aussi, on peut dire que parmi les révolutions relatives à cette nouvelle version, c'est l'apparition de l'approche risque. Donc ça vous aide aussi de bien maîtriser votre système aussi avant même, par exemple, d'arriver à avoir des problèmes, des anomalies, des non-conformités, etc. Parce que tout simplement, le fait de maîtriser un risque, donc c'est-à-dire tout simplement, c'est équivalent à mettre ou bien à planifier des actions pour éviter ce risque. Et pour éviter tout simplement ce risque, par exemple, en diminuant par exemple sa gravité, ou bien en diminuant tout simplement sa fréquence, ou bien son occurrence. Donc déjà, c'est une approche aussi qui permet de gérer ou bien de bien maîtriser le système de management de la qualité. On peut dire entre parenthèses que ça remplace un petit peu ce qu'on appelle les actions préventives dans les normes, c'est-à-dire au lieu d'attendre jusqu'à l'apparition de problèmes pour planifier des actions face à ce problème, donc vaut mieux de l'identifier autant que risque, même si par exemple il n'apparaît pas encore, mais le fait de planifier des actions pour éviter même l'apparition ou bien pour diminuer l'apparition, donc ainsi la criticité relative à ce risque. Alors on continue. Merci d'expliquer comment maîtriser les opportunités. Oui. Alors pour l'explication de la maîtrise des opportunités et des risques. Donc je viens de répondre déjà à cette question, mais ça m'empêche de répondre encore. Donc généralement pour maîtriser les risques, il y a une norme qui définit en général et en détail comment vous pouvez analyser vos risques ou bien comment vous pouvez maîtriser les risques. Alors pour la norme, donc la norme exige de planifier des actions face à ces risques et ces opportunités. Mais la norme, bien sûr, il n'exige pas une façon d'identifier ou bien de maîtriser ces risques, mais parmi les méthodes les plus connues, bien sûr, c'est d'utiliser, on peut dire l'AMDEC, entre parenthèses, sachant que l'AMDEC, il y a plusieurs facteurs qu'on peut utiliser. On peut ajouter par exemple le facteur détectabilité, etc. Mais généralement, pour la gestion des risques, donc on peut utiliser les deux facteurs, par exemple, qui sont l'opportunité, ou bien qui sont l'occurrence et ou bien la fréquence et la gravité. Donc on commence tout d'abord par l'identification des risques. Donc pour identifier les risques au niveau de la norme, donc on peut détecter aussi, ou bien on peut avoir plusieurs sources des risques. Donc on peut avoir les risques qui sont liés déjà aux parties intéressées, quoi que ce soit interne et externe. Par exemple, lorsqu'on parle d'un client comme étant une partie intéressée, donc on peut identifier un ensemble des risques, par exemple une perte d'un client, par exemple livraison d'un produit non conforme à un client, etc. Donc ce sont tout simplement des risques
qui sont liés aux parties intéressées. La même chose par exemple lorsqu'on parle d'un fournisseur, donc on peut identifier comme risque par exemple mal évaluer un fournisseur ou bien le choix d'un mauvais fournisseur, etc. Donc ce sont des risques. Donc la première source ou bien le premier source, donc comme j'ai dit, donc c'est les parties intéressées ou bien les risques qui sont liés aux parties intéressées. On peut avoir aussi les risques qui sont liés aux enjeux ou bien à l'analyse des enjeux, c'est-à-dire par exemple, supposons que vous avez mal analysé vos enjeux, ça peut aussi être un risque. Je vous donne tout simplement un exemple. Donc supposons que nous avons analysé nos enjeux externes et nous avons déterminé par exemple notre part de marché ou bien notre besoin ou bien le besoin de marché par rapport à notre activité ou bien par rapport à nos produits, et nous avons par exemple des informations qui sont erronées. Donc ça peut être des risques parce que tout simplement ça va influencer sur les décisions ou bien sur les actions prises. On donne tout simplement un exemple. Supposons que nous avons une information erronée relative à notre part de marché et nous avons, suite à cette information, nous avons planifié comme action de faire une extension. Alors, après l'extension de notre activité, nous avons détecté que le marché n'a pas besoin, par exemple, à ce produit ou bien à cette activité. Donc, ça peut être un risque. Donc, c'est-à-dire, on peut identifier aussi les risques qui sont liés aux enjeux. Donc, on peut aussi ajouter des autres risques qui sont liés au métier ou bien au processus. C'est-à-dire, chaque processus, on peut identifier un ensemble des risques. Et alors, pour identifier les risques qui sont liés au processus, donc il suffit tout simplement, ou bien parmi les méthodes que je vous propose, je peux vous proposer tout simplement, c'est de commencer par la description de votre processus, c'est-à-dire quelles sont déjà les activités relatives à votre processus, et à partir de ces activités, on peut les décortiquer sous forme des tâches et de ces tâches, et pour chaque tâche, bien sûr, on peut déterminer ou bien identifier un ensemble des risques. Je prends toujours l'exemple de processus achat. Donc, supposons que dans notre processus achat, nous avons plusieurs procédés ou bien plusieurs activités, par exemple l'activité relative à l'évaluation du fournisseur, l'activité relative au déroulement de l'achat, l'activité relative par exemple à la sélection du fournisseur, etc. Donc ce sont des activités. On prend par exemple l'activité relative au déroulement d'achat. Donc on sait bien par exemple dans une société que le processus achat ou bien le déroulement du processus achat commence à partir de la définition de besoin en achat, ensuite par exemple traitement de cet achat, etc. Donc, à partir de la première étape qui est des définitions de besoins, donc on peut identifier un ensemble des risques, par exemple, mal définition de besoins ou bien définition d'un besoin erroné, etc. Donc, ce sont des risques qui sont liés au processus. Dès qu'on définit ou bien on identifie ces ensembles des risques, donc on commence à évaluer en les donnant par exemple ou bien en utilisant par exemple des facteurs comme la gravité et la fréquence. Donc pour la gravité et la fréquence, vous pouvez par exemple mettre un barème. Et bien sûr, vous pouvez même voter par exemple pour chaque risque en faisant une réunion avec le pilote de processus ou bien avec les autres intervenants qui ont une relation avec ce processus. Parfois même, on peut faire une évaluation de chaque risque en contactant par exemple des éléments externes, etc. afin bien sûr de déterminer quelle est la criticité de risque ou bien de ce risque. Et ensuite, bien sûr, on passe après l'évaluation de ces risques, on passe tout simplement à ce qu'on appelle l'analyse des risques, c'est-à-dire de déterminer quelles sont les causes possibles ou bien quels sont les points qui peuvent causer ce risque-là. Et ensuite, bien sûr, toujours dans l'analyse des risques, on peut définir ou bien on peut déterminer quelle est la conséquence de ce risque sur notre système de management de la qualité. Par exemple, lorsqu'on parle de notre exemple mal définition d'un besoin d'achat, donc on peut avoir comme conséquence production de non conforme, peut-être par exemple un retard de livraison, etc. Donc ce sont tout simplement des conséquences liées à ce risque. Et ensuite, bien sûr, dès qu'on détermine les causes et les conséquences, on peut planifier des actions anticipatives et des actions aussi de correction afin de bien gérer le risque. Et ensuite, bien sûr, pour évaluer est-ce que ces actions sont efficaces ou non, donc vous pouvez aussi utiliser ou bien vos méthodes préférées. Par exemple, on peut évaluer une action à travers un indicateur de performance, à travers par exemple un plan d'échantillonnage ou bien à travers des autres méthodes pour évaluer. Ou bien on peut même utiliser par exemple une vérification visuelle pour voir est-ce que notre action est efficace ou non
On peut aussi faire ce qu'on appelle le risque résiduel, ou bien recalculer la criticité après la mise en place d'une action pour voir est-ce que bien pour juger l'efficacité de notre action. Donc ça c'est en général la méthode, une méthode plutôt pour bien maîtriser ou bien pour bien gérer votre risque ou bien pour bien analyser votre risque. Donc on continue. Donc une question de Monsieur Emeddin. Alors, vous pouvez nous donner les étapes de la démarche de la mise en place du système de management de la qualité dans une société. Alors donc pour la mise en place d'un système de management de la qualité, donc généralement le système, ou bien généralement donc il commence par la définition du référentiel objet de votre système. On prend toujours le cas de la norme ISO 9001 version 2015. Donc ce que je préfère, c'est de commencer tout d'abord par ce qu'on appelle un diagnostic de l'état actuel, donc pour savoir est-ce qu'il y a déjà des points existants dans l'entreprise, qu'est-ce qui manque, etc. Pour le diagnostic, vous pouvez se baser tout simplement aussi sur la norme. Donc vous pouvez faire par exemple un checklist pour noter quels sont les points qui sont existants et quels sont les points qui sont manquants pour être conforme à cette norme. Donc afin d'avoir bien sûr un checklist comparatif entre ce qui est exigé par le référentiel ou bien par la norme et ce qui est existant dans la société. Donc ensuite bien sûr, suite à ce checklist ou bien au diagnostic de cet état actuel, donc vous pouvez planifier des actions, donc c'est-à-dire voilà ce qu'il manque, voilà les actions qu'on doit faire pour répondre à ces exigences ou bien pour se conformer à ce référentiel. Ensuite, bien sûr, vous commencez d'abord par faire une petite formation au personnel concerné pour savoir bien sûr la valeur ajoutée du système de management de la qualité. Je parle pour par exemple pour les pilotes de processus, pour les grands intervenants dans la société, vaut mieux de faire par exemple une formation approfondie pour voir vraiment quelle est la valeur ajoutée. Et pour les personnes par exemple comme qui ne sont pas des pilotes de processus, etc., au moins il faut avoir des sensibilisations, ou bien une sensibilisation aussi sur la valeur ajoutée, quel est l'impact positif du système de management de la qualité, comment on peut respecter ses exigences, etc. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez commencer la rédaction de votre système documentaire. Bien sûr, la rédaction de votre système documentaire, il doit être bien sûr en concertation avec les pilotes de processus, avec la direction, parce que aussi parmi les points essentiels relatifs à la direction, donc vous devez avoir quelle est la stratégie ou bien l'orientation stratégique de votre direction, ou bien de la direction de la société, parce que tout simplement lorsqu'on parle de l'orientation stratégique, donc on peut le mettre tout simplement sous forme d'une politique qualité. Bien sûr, cette politique qualité, on peut la décortiquer sous forme des axes de la politique qualité, ensuite sur les objectifs, parce qu'on sait bien que parmi les piliers d'une norme ou bien d'un système de management de la qualité, c'est la fixation déjà des objectifs qualité. Donc ensuite, dès que vous rédigez votre système documentaire, vous devez aussi accompagner ou bien encadrer l'équipe ou bien les personnes concernées ou bien tous les intervenants relatifs au système de management de la qualité sur l'utilisation de ce nouveau système documentaire, comment il respecte les exigences, etc. Vous appliquez ensuite le système. Ensuite, bien sûr, après le déroulement de votre système, donc vous pouvez évaluer votre système management de la qualité à travers des audits internes. Vous devez aussi faire votre revue de direction, et après bien sûr dès que votre système, ou bien vous voyez que votre système il est sain, il est capable, ou bien c'est un système qui peut être certifié, vous pouvez faire tout simplement, vous demander votre audit externe afin de voir un certificat. Mais l'essentiel bien sûr avant le certificat, parce que tout simplement lorsqu'on parle d'un certificat, donc on parle d'un atout, on parle tout simplement d'un fruit du système, mais l'essentiel au niveau du système de management de la qualité, il y a beaucoup de valeur ajoutée au niveau de la méthodologie de travail, au niveau aussi de l'atteinte des objectifs, au niveau de l'amélioration de votre entreprise, etc. Alors donc on continue. Vous pouvez donner les étapes. Alors, monsieur Ayman, madame Iman Ahmed, la différence entre la version 2008 et 2015.
Donc déjà, j'ai détaillé un petit peu la norme ou bien la version 2015 au départ et nous avons parlé des nouvelles approches qui ont existé dans la nouvelle version par rapport à l'ancienne version. Donc pour la nouvelle version, comme j'ai dit, donc le premier point, bien la première différence, donc déjà lorsqu'on parle d'une nouvelle version de toutes les normes de système de management, par exemple soit 9001, soit 14001, 45001, 26000, etc. Donc on parle d'une nouvelle version. Donc ils ont adopté déjà ce qu'on appelle une notion de contexte de l'organisme, ou bien ils ont adopté déjà ce qu'on appelle une structure de HLS. Maintenant, actuellement, avec les nouvelles versions, donc, et avec cette structure, donc on peut dire que le fait d'avoir un système intégré, donc ça peut être facile par rapport aux anciennes versions, parce que tout simplement on peut dire que toutes les normes, ils ont même structure, sauf que par exemple, lorsqu'on parle par exemple d'un système de management de qualité, donc lorsqu'on veut analyser les enjeux, analyser les parties intéressées, donc on aura besoin tout simplement d'analyser les enjeux et les parties intéressées relatives au système qualité. Par contre, lorsqu'on parle de l'environnement, donc on aura besoin d'analyser les enjeux environnementaux, etc. Donc c'est-à-dire, c'est tout ce qui est opérationnel où il y a la différence. Donc on peut dire que le fait d'avoir un système intégré, ça peut être facile avec la nouvelle version. Le deuxième point aussi, au niveau de la différence, donc lorsqu'on parle du contexte de l'organisme, donc il vient, comme j'ai dit, donc pour sauter à tout ce qui est gestion, ou bien parce que lorsqu'on parle des autres versions, donc on peut dire, entre parenthèses, que ce sont des normes qui limitent le système de management de la qualité sur la gestion interne de l'entreprise. Par contre, avec cette nouvelle version qui est la nouvelle version 2015, donc il a sauté de tout ce qui est interne et gérer le système en interne et en externe, donc tout simplement en définissant les parties intéressées, les enjeux externes, les parties intéressées externes, etc. La perspective aussi, cycle de vie, donc c'est une nouvelle notion qui vient dans la nouvelle version, donc qui consiste tout simplement à gérer notre produit, bien notre service, à partir de l'étape 1, par exemple, qui est avant la réception de la matière première, la production même de la matière première, jusqu'à la livraison et jusqu'à le service après livraison, donc c'est-à-dire jusqu'à le consommateur final, jusqu'à parfois même la destruction de produits ou bien de déchets de produits, etc. Donc lorsqu'on parle de système environnemental. Parmi aussi les autres différences, donc il n'y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas une typologie de documents, c'est-à-dire il n'y a plus ce qu'on appelle procédure exigée ou bien un type de document exigé comme le manuel de qualité, comme procédure par exemple audit interne, procédure traitement de produits non conformes, etc. Donc c'est-à-dire il n'y a pas une typologie de documents, mais tout simplement on peut dire que c'est à vous de choisir quelle est votre façon de documenter vos informations documentées. Aussi parmi les différences, donc il y a l'apparition de l'approche procédure, plutôt de l'approche risque. Aussi c'est une grande révolution par rapport à l'ancienne version. Donc au niveau aussi de tout ce qui est documentaire, donc ça peut être un peu simple par rapport à l'ancienne version qui nécessite plusieurs de documents, etc. Il vient aussi avec la notion de gestion des connaissances, bien sûr, afin de maîtriser les connaissances organisationnelles ou bien les connaissances techniques dans votre société. Donc ce sont généralement quelques différences entre l'ancienne version qui est 2008 et la nouvelle version. Alors donc, Monsieur Rida Mamas, comment peut-on déployer la norme ISO 9001 version 2015? Donc je viens de répondre, donc parce que déjà il y a quelqu'un qui a déjà posé la même question, quelle est la démarche à suivre pour mettre en place le système de management de la qualité. Donc on a déjà répondu aux étapes. Alors c'est clair. Alors, une autre question sur l'état, j'ai une question dont répondre aux exigences des parties intéressées. Est-ce que nous sommes obligés de suivre l'évolution du besoin et des attentes des parties intéressées et maîtriser les risques de ces évolutions prochaines? Alors, donc, pour l'analyse des parties intéressées, donc, vous devez tout d'abord identifier quels sont les besoins et les attentes des parties intéressées. Déjà, avant de répondre à votre question,
Donc il ne faut pas oublier que la norme exige d'analyser ou bien voilà, d'analyser les parties intéressées ou bien d'identifier les parties intéressées, leurs attentes et leurs besoins, les parties intéressées qui sont pertinentes. Parce qu'on sait bien que chaque entreprise, donc il a plusieurs, ou bien on peut identifier plusieurs parties intéressées. Donc déjà, vous devez commencer par la classification de vos parties intéressées selon la pertinence. Donc il y a aussi plusieurs méthodes pour analyser votre ou bien vos parties intéressées, les classer selon la pertinence. Donc généralement, comme j'ai dit, la norme n'exige pas une méthode, mais je peux vous proposer quelques méthodes, par exemple pour analyser vos parties intéressées. Donc généralement, une méthode qui est très utilisée au niveau de l'analyse des parties intéressées, donc on peut parler de ce qu'on appelle la matrice du Mitchell. Donc c'est une matrice, donc surtout pour les personnes qui ont étudié le marketing, donc ils connaissent bien la matrice de Mitchell. Donc c'est une matrice qui consiste tout simplement à classer le parti intéressé selon deux facteurs, selon tout simplement le pouvoir et l'intérêt. Donc c'est-à-dire on peut avoir une partie intéressée qui a un grand pouvoir sur notre système de management de la qualité et par exemple il a par exemple un intérêt faible, et on peut trouver aussi le contraire, c'est-à-dire une partie intéressée qui a un intérêt très fort et un pouvoir très faible. Et bien sûr la matrice de Mitchell, ou bien à partir de ce classement on peut identifier ou bien on peut définir quelle est la stratégie à suivre avec ces parties intéressées. Pour bien comprendre la notion ou bien la matrice de Mitchell, donc je prends un exemple. Supposons que nous avons comme partie intéressée un client, donc on sait bien que le client tout simplement il a un pouvoir sur notre système de management de la qualité, un grand pouvoir ou bien un pouvoir fort, parce que tout simplement le fait que ce client ne travaille pas avec notre entreprise, donc ça va influencer négativement sur notre système de management de la qualité, ça va influencer sur nos objectifs relatifs au chiffre d'affaires, etc. Donc on peut dire que c'est une partie intéressée qui a un grand pouvoir. Par contre il a un intérêt faible, parce que tout simplement le fait que ce client ne travaille pas avec nous, donc il peut trouver facilement un autre client ou bien plutôt à notre fournisseur. C'est pour ça donc on peut dire qu'il a un intérêt faible. Par contre, lorsqu'on parle d'un fournisseur, c'est le cas contraire, parce que tout simplement le fournisseur il a un intérêt fort de travailler avec nous. Pourtant, il a un pouvoir faible, parce que nous, autant qu'entreprise, on peut trouver tout simplement un autre fournisseur. Et pour tout simplement les parties ou bien la matrice du Mitchell, à partir de ce classement, donc on peut planifier ou bien on peut déterminer notre stratégie à travailler ou bien à gérer la relation avec ces parties intéressées. On prend toujours le cas d'un client, ou bien le cas d'une partie intéressée qui a un pouvoir élevé et un intérêt très faible. Donc on peut adopter ce qu'on appelle une stratégie de satisfaire, c'est-à-dire on aura besoin de satisfaire cette partie intéressée pour ne pas la perdre, etc. C'est pour ça, ou bien c'est à partir de ça, il vient ce qu'on appelle la notion de satisfaire le client, parce que satisfaire une partie intéressée qui a un pouvoir élevé à un intérêt faible. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une partie intéressée qui a un intérêt fort et un pouvoir faible, comme le cas du fournisseur, donc on doit adopter une stratégie d'évaluation. Donc on aura besoin d'évaluer cette partie intéressée pour bien choisir ou bien pour le changer en cas de besoin. C'est pour ça il vient la notion de évaluation des fournisseurs, évaluation des prestataires externes, etc. Donc généralement on peut aussi trouver des parties intéressées où ils ont un pouvoir élevé et un intérêt très élevé aussi, comme le cas des salariés. Donc les salariés, ils ont un pouvoir élevé sur l'entreprise, parce que le fait de ne pas avoir des salariés, donc automatiquement c'est l'arrêt de l'entreprise. Et aussi ils ont un intérêt fort, parce que le fait aussi que la société s'arrête, donc automatiquement ces salariés, donc ils vont perdre leur travail, etc. Donc on peut dire que c'est une partie intéressée qui a un pouvoir et un intérêt très fort. Et dans ce cas-là, on aura besoin d'adopter ce qu'on appelle une stratégie de gestion ou bien de management. Donc il faut gérer ou bien manager cette partie intéressée, où il vient ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines ou bien la gestion des salariés. Donc dès que on évalue bien sûr les parties intéressées, donc on aura besoin aussi
d'identifier quels sont les besoins et les attentes de cette partie intéressée. Pour les attentes et les besoins, donc on peut l'identifier aussi à partir de notre expérience, à partir de l'écoute de cette partie intéressée, à partir de la maîtrise de notre processus, etc. Par exemple, lorsqu'on parle d'une partie intéressée externe qui est les clients, donc on sait bien que parmi ces exigences, par exemple la livraison au délai, par exemple la livraison d'un produit conforme, facilité au niveau de négociation, etc. Donc on peut identifier un ensemble des attentes et des besoins. On peut même classer ces attentes et ces besoins selon plusieurs critères ou bien selon plusieurs niveaux. Donc on peut parler d'une partie ou bien d'une attente ou bien un besoin sous forme d'une exigence ou bien une attente qui est très simple ou bien une attente simple, une attente pertinente, etc. Donc vous pouvez aussi avoir un niveau de maîtrise ou bien un niveau de classement des attentes et des besoins de chaque client. Alors pour le suivi des attentes, on vient maintenant à la question de M. Reda. Pour le suivi de l'évolution des besoins et des attentes, oui, la norme exige d'avoir ou bien de suivre l'évolution de ces besoins, et surtout lorsqu'on parle de la revue de direction. Donc il y a une exigence relative à la revue de direction où il y a ce qu'on appelle les retours des parties intéressées. Donc à chaque fois vous faites votre revue de direction, vous devez mentionner quels sont les retours de vos parties intéressées. Donc parfois, par exemple, on peut avoir une modification relative à une attente d'un client ou bien d'une partie intéressée. Par exemple, on prend toujours le client, supposons qu'on livre notre produit avec une façon d'emballage, etc. Alors qu'un client, il a demandé de changer cette façon. Donc ça, c'est un retour d'une partie intéressée. Donc c'est-à-dire c'est une attente qui s'est changée ou bien qui s'est modifiée. Donc automatiquement, on doit suivre l'évolution des parties ou bien des attentes et des besoins des parties intéressées. Alors, toujours la question de M. Reda. Donc nous avons déjà aussi parlé des ressources, des risques, et nous avons aussi parlé des risques qui sont liés aux parties intéressées. Donc il vaut mieux bien sûr ou bien il faut maîtriser ou bien il faut identifier aussi quels sont les risques relatifs aux parties intéressées. Et déjà pour le suivi de l'évolution des attentes et des besoins des parties intéressées, le fait de ne pas suivre et ne pas évoluer ou bien ne pas suivre l'évolution de ces besoins et ces attentes, ça peut être aussi un risque. Comme l'exemple que je viens de détailler, supposons qu'un client a demandé de changer par exemple une méthode d'emballage de son produit, etc. et n'a pas suivi cette évolution, donc ça peut être un risque parce que tout simplement on peut livrer ce client avec l'ancienne méthode d'emballage et ça peut être un risque parce que tout simplement le client va réclamer ou bien il y a un risque de perdre ce client, etc. D'accord? Alors donc on continue. Une question de M. Hassan Takrayut. Lors de la mise en place d'un système, est-ce que c'est obligé de respecter l'ordre des chapitres en termes d'exigence? Non, il faut, c'est pas obligé bien sûr de respecter l'ordre des exigences. Surtout, on trouve par exemple des exigences qui sont liées, des exigences qui se répètent, des exigences qui sont plus détaillées dans un chapitre, ils sont par exemple mentionnés généralement dans un autre chapitre, etc. Donc c'est pas obligé bien sûr de respecter l'ordre des exigences. Ben oui. Doit-on trouver une cohérence entre la politique qualité et les objectifs qualité? C'est une bonne question. Alors donc, comme j'ai dit au départ, j'accepte. Alors donc, c'est une bonne question de M. Usama. Doit-on trouver une cohérence entre la politique qualité et les objectifs qualité? Oui, parce que tout simplement, lorsqu'on parle d'une politique qualité, donc la politique qualité, il reflète tout simplement l'orientation stratégique de la société. C'est pour ça, par exemple, lorsqu'on prend une politique qualité, on trouve souvent au début de la politique qualité l'orientation stratégique de l'entreprise. Donc cette orientation stratégique, donc qu'on peut l'avoir à partir aussi de l'analyse des enjeux, c'est-à-dire lorsqu'on résume bien notre analyse des enjeux, etc. Donc ça peut nous aider pour déterminer l'orientation stratégique autant que direction dans la société. Et cette orientation stratégique, donc on peut la démontrer sous forme d'une politique qualité. Donc la politique qualité, tout simplement, elle est sous forme d'une orientation stratégique plus
des engagements de la direction, plus ce qui est relatif à votre question, c'est se forment des axes de la politique qualité. Par exemple, on peut trouver dans une politique qualité, parmi les axes, livrer un produit conforme, par exemple, adopter une stratégie d'amélioration, etc. Par exemple, minimiser ou bien optimiser les ressources, etc. Ce sont des axes. Donc chaque axe, on peut le décortiquer sous forme des objectifs qualité. On prend par exemple le cas d'un axe qui est très souvent connu. Donc par exemple, livrer un produit conforme à nos clients, donc comme étant un axe de la politique qualité. Donc on peut le décortiquer sous forme un ensemble des objectifs. Par exemple, donc lorsqu'on parle de livraison d'un produit conforme, donc on peut avoir comme indicateur, par exemple, taux de produit conforme, ou bien le taux de non-conformité, par exemple le nombre de réclamations clients, par exemple le nombre de retours clients. Ce sont tous des indicateurs qui sont liés tout simplement à un axe qui est livré un produit conforme. Donc, c'est-à-dire à partir de ces indicateurs, on fixe des objectifs. Par exemple, un taux de non-conformité qui ne doit pas dépasser 1% ou bien 2%. Par exemple, le nombre de réclamations qui ne doit pas dépasser, par exemple, 2 réclamations par an ou bien par mois, etc. Donc, ce sont des objectifs qu'on peut les obtenir tout simplement à partir des axes de la politique qualité. Et généralement, c'est ça la relation entre une politique qualité et des axes ou bien des objectifs de la politique qualité. Alors, Madame Fatim Zahra Chouta, un exemple d'un point sensible. Alors, je vais vous donner un exemple. Supposons que vous avez dans une procédure ou bien dans une méthode de travail, par exemple, relative au traitement des produits non conformes. Par exemple, vous avez une procédure dans le cas de la détection d'une non-conformité. Vous enregistrez, par exemple, un document. Vous enregistrez un ensemble des informations dans un document. On l'appelle, par exemple, fiche de traitement de produits non conformes, etc. Et lors de l'audit, par exemple, l'auditeur, il a détecté que vous avez bien rempli ou vous avez bien suivi ces informations. Par contre, par exemple, dans un jour ou bien dans une journée, par exemple, vous avez oublié de remplir une fiche ou bien de remplir une information, etc. Donc, généralement l'auditeur il va pas le considérer comme une non-conformité mineure parce que tout simplement il sait bien à partir de vos documents que vous maîtrisez bien ça, mais vous avez oublié un jour ou bien une information, donc on peut le considérer comme étant un point sensible. Mais par exemple la répétition de ce point sensible ou bien l'apparition plusieurs fois de ce point sensible, donc on peut le considérer tout simplement comme étant une non-conformité mineure ou bien une non-conformité ordinaire. Alors, Monsieur Ali Idir, bonjour, merci d'abord pour l'effort, merci à vous, réussir sur live. Ma question concerne l'analyse des opportunités. Est-ce que les opportunités doivent être analysées en interne et en externe, ou ça concerne que les opportunités? Non, pour les opportunités, donc on peut identifier des opportunités internes et des opportunités externes. Pour les opportunités externes, comme j'ai dit, donc pour faciliter l'identification, donc déjà si vous avez bien fait votre analyse des enjeux, donc ça peut vous aider pour identifier les opportunités externes. Pour les opportunités internes aussi, on peut avoir plusieurs opportunités internes. Par exemple, supposons que nous avons une direction, par exemple, qui est flexible au niveau de fixation du budget pour des formations du personnel, pour l'amélioration des compétences, etc. Donc, on peut la considérer aussi comme étant une opportunité. Par exemple, aussi, supposons que nous avons aussi une équipe bien formée, bien qualifiée, etc. On peut la considérer aussi comme étant une opportunité interne. Pour la méthode de l'évaluation ou bien l'analyse des opportunités, donc c'est de la même façon comme j'ai déjà répondu, c'est de la même façon de analyser les risques, donc j'ai déjà répondu à la question. Donc pour les personnes qui ont raté la réponse à quelques questions, je vais essayer d'enregistrer la vidéo et la partager, comme ça vous pouvez voir de temps à autre la réponse à ces questions. Alors on continue. Monsieur, Madame Iman Ayman, comment peut-on mettre en place? Ah, donc c'est déjà répondu à cette question. Parmi les nouveautés de la norme, il est passé du management des compétences au management par les compétences. Y a-t-il une attestation de participation non, il n'y a pas une attestation, c'est juste un webinaire pour répondre à vos questions.
relatives à... Parce que j'ai reçu plusieurs questions relatives à la norme, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce webinaire afin de répondre au maximum des questions. Bien sûr, si je sais bien que le temps ne permet pas de répondre à toutes les questions, mais on va essayer de répondre au maximum des questions. S'il reste quelques questions, je vais essayer de refaire ou bien de faire un autre webinaire pour répondre au reste des questions. Comment on doit tenir compte, chapitre 4.1, 4.2, lors de la détermination des risques. Alors, donc, pour le monsieur Hassan Azizi, donc pour le chapitre 4.1 qui est l'analyse des enjeux et le 4.2 qui est l'analyse des parties intéressées, donc comment en tenir compte. Donc déjà, j'ai dit que parmi les ressources, ou bien parmi les sources qu'on peut identifier les risques, donc nous avons parlé des risques qui sont liés aux parties intéressées, parce que tout simplement, lorsqu'on parle des clients, des fournisseurs, des directions, des salariés, des organismes certificateurs, des labos externes, etc. Donc, c'est-à-dire un ensemble de vos parties intéressées. Donc, on doit identifier les risques qui sont liés à ces parties intéressées. Par exemple, les risques liés aux clients, par exemple, les risques liés aux fournisseurs, comme j'ai dit, évaluation, ou bien mal évaluer un fournisseur, ou bien mal sélectionner, ou bien sélectionner des mauvais fournisseurs, etc. Ce sont tout simplement ou bien ce sont tout simplement des parties intéressées, ou bien des risques qui sont liés aux parties intéressées. La même chose pour le 4.1, donc lorsqu'on parle d'analyse des enjeux, donc il y a des risques qui sont liés aux analyses des enjeux, et j'ai déjà donné un exemple. J'ai dit, donc supposons que nous avons détecté, ou bien nous avons analysé, ou bien nous avons mal analysé nos enjeux, et nous avons détecté par exemple comme analyse des enjeux externes, notre part de marché, ou bien le besoin de marché relatif à notre produit, ou bien à notre activité. Supposons que c'est une information erronée, donc ça peut être utilisé pour planifier des actions, ou bien pour mettre une stratégie de la direction, comme j'ai dit. Donc supposons que nous fabriquons un article, et nous avons dit qu'il y a un grand besoin dans le marché. Donc à partir de ce besoin, donc, ou bien à partir de ce besoin de marché, nous avons décidé par exemple de faire une extension, d'acheter par exemple des nouvelles machines, etc. Dans ce cas-là, ensuite par exemple nous avons détecté que c'est une fausse information, bien c'est une information erronée, donc c'est-à-dire le fait de ne pas bien analyser ces enjeux, donc c'est un risque parce que nous avons pris la mauvaise décision. On donne par exemple un autre exemple qui est très connu. Si vous vous rappelez de l'apparition d'une loi en 2016, c'est l'apparition de loi, si je me rappelle, 66, si je me rappelle. C'est une loi qui interdit, par exemple, la production des sacs en plastique. Donc, ce qu'on appelle le projet Zéro Mica, si vous vous rappelez. Donc, supposons par exemple qu'une société il a mal analysé les enjeux relatifs à cette loi, c'est-à-dire il n'a pas détecté qu'il y aura une loi qui va être publiée relative à l'interdiction de ce genre de produit. Donc, il y a la possibilité que cette société qui n'a pas fait l'analyse des enjeux, d'acheter par exemple des machines pour fabriquer ce produit, ou bien développer des nouvelles machines pour fabriquer ce produit, etc. Donc ça va être tout simplement une décision fausse, ou bien ça va être un grand risque parce que tout simplement il s'est basé sur une mauvaise analyse qui est l'analyse des enjeux. Donc c'est pour ça tout simplement nous avons aussi dit que parmi les ressources, ou bien parmi les sources des risques qu'on peut identifier dans notre système de management de la qualité, on peut parler de chapitre 4.1 et 4.2, donc qui est l'analyse des enjeux et l'analyse des parties intéressées. Alors il y a plusieurs outils. J'ai pas compris la question, madame Imane Ahmed. Il y a plusieurs outils à savoir donc, si vous avez des questions relatives à ça, vous pouvez la mettre. Alors, une autre question, monsieur Abdelrazak. Pour identifier les risques et les opportunités, est-ce qu'il faut les analyser de manière globale au niveau de l'entreprise et décliner
vers le processus ou bien commencer l'analyse au niveau du processus et monter vers le niveau de l'organisme. Comme j'ai dit, donc, il y a plusieurs sources pour identifier vos risques. Donc, vous pouvez identifier les risques liés aux enjeux, les risques liés aux parties intéressées, les risques liés au métier ou bien au processus. Et j'ai déjà détaillé comment vous pouvez identifier les risques qui sont liés au processus. Vous pouvez aussi identifier des risques liés à vos objectifs, qualité, etc. Donc, c'est-à-dire dans votre système de management de la qualité, vous devez identifier le maximum des risques ou bien les risques qui sont jugés critiques selon vous, ou bien qui ont un grand impact sur votre système de management de la qualité. Alors, monsieur Issouf, dans un système, on peut faire l'évaluation des performances selon la norme ISO. Alors, donc, pour l'évaluation du système de management de la qualité, donc généralement, comme j'ai dit, donc il y a dans le chapitre 9 un ensemble des outils pour évaluer votre système de management de la qualité. Donc par exemple, il y a l'audit interne, donc c'est une méthode aussi qui est exigée par la norme pour évaluer votre système de management de la qualité. Il y a aussi la revue de direction, donc aussi qui est exigée par la norme. Il y a aussi, vous pouvez évaluer votre système en faisant par exemple ce qu'on appelle des analyses. Donc par exemple, supposons que on suit les non-conformités mensuelles, etc. On peut par exemple faire une analyse de ce processus qui est le contrôle qualité pour savoir combien de non-conformités, les types de non-conformités, les sections où il y a des non-conformités, etc. Donc ce sont des analyses approfondies pour cibler des bonnes actions afin d'améliorer le système. Vous pouvez aussi évaluer votre système en utilisant déjà les indicateurs de performance de chaque processus, etc. Vous pouvez aussi ajouter des autres indicateurs de suivi. Vous pouvez aussi même évaluer votre système par ce qu'on appelle une revue de processus qui n'est pas exigible par la norme, mais vous pouvez l'utiliser tout simplement pour revoir avec une fréquence définie vos processus, ou bien pour chaque processus vous pouvez faire bien sûr une revue mensuelle ou bien hebdomadaire, donc je ne sais pas selon votre besoin. Alors monsieur Abdelzak, lors de la compréhension du contexte, l'outil souvent utilisé c'est le SWOT. Force, faiblesse ou non. C'est quoi la différence entre les menaces et opportunités de SWOT et les opportunités risques et opportunités par la norme? Et c'est quoi le rôle des forces et faiblesses dans ce cas? Alors, donc déjà pour bien comprendre la matrice du SWOT, ou bien lorsqu'on parle des menaces et des opportunités, donc on parle de l'environnement externe ou bien on parle des enjeux externes. Donc bien sûr lorsqu'on parle d'une menace, donc c'est-à-dire c'est un enjeu qui peut impacter négativement notre système de management de la qualité. Par contre, lorsqu'on parle d'une opportunité, donc c'est-à-dire on peut la considérer comme étant un enjeu qu'on doit le bénéficier ou bien qu'on doit bénéficier de cet enjeu. Je vous donne un exemple. Supposons par exemple que nous avons, ou bien on prend toujours l'exemple relatif à l'apparition d'une loi. Supposons qu'il y aura par exemple un projet, ou bien qu'il y aura un projet de loi qui va apparaître par exemple, qui va interdire la fabrication d'un produit qu'on fabrique. Donc ça, on peut la considérer comme étant une menace parce que tout simplement, ça va impacter négativement sur notre activité. Par contre, supposons qu'il y a une apparition d'une politique ou bien d'une loi ou bien d'un décret ou bien d'un arrêt qui va tout simplement faciliter le travail ou bien faciliter par exemple l'export de notre activité, par exemple une diminution des charges, etc. Donc on peut la considérer comme étant tout simplement une opportunité. Donc voilà la différence généralement entre opportunité et menace. Vous avez parlé aussi de la matrice SWOT. Donc généralement la matrice SWOT aussi, c'est une méthode très utilisée au niveau de l'analyse des enjeux, mais il y a aussi des autres méthodes que vous pouvez utiliser. Par exemple, il y a la matrice ou bien la méthode PISTEL. Donc c'est une méthode qui consiste tout simplement à détailler ou bien à classer les enjeux selon des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux technologiques, des enjeux socio-culturels, des enjeux par exemple légaux, etc. Il y a aussi parmi les méthodes, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'analyse stratégique, vous pouvez utiliser aussi le business plan.
parce que c'est une méthode aussi dans laquelle on analyse financièrement le projet, on analyse ou bien on fait l'étude technique du projet, l'étude faisabilité, etc. Parce que lorsqu'on parle d'un système de management de la qualité, donc on parle d'un projet, donc on aura besoin d'étudier la faisabilité de ce projet, l'impact de ce projet sur notre activité, etc. Donc ce sont des méthodes très utilisées pour analyser les enjeux. Mais généralement, comme vous avez mentionné dans votre question, donc la matrice ou bien la méthode SWOT, c'est la méthode les plus utilisée. Aussi la méthode PESTEL. Et vous pouvez faire une combinaison entre les deux, c'est-à-dire on peut classer ou bien on peut analyser les enjeux en déterminant les forces et les faiblesses, bien sûr au niveau technologique, au niveau écologique, au niveau économique, etc. La même chose pour les opportunités et les menaces. Alors donc, on continue. Vous pouvez nous donner les étapes de la démarche. On a répondu 2 fois à cette question. Peut-on mettre en place une norme ISO 9001 au sein d'établissements scolaires et de formation? Si oui, comment? Alors donc, comme j'ai dit au départ, donc la norme ISO 9001, donc il y a un chapitre dans la norme, donc qui est le chapitre domaine d'application. Donc c'est le chapitre 1 de la norme. Donc c'est une norme qui est applicable pour n'importe quel organisme, quoi que ce soit son activité, sa taille, s'il s'agit d'une activité de service, de production, etc. Donc il est applicable partout. Vous pouvez l'appliquer bien sûr dans ou bien dans un établissement scolaire. Donc généralement il y a plusieurs écoles privées ou bien des écoles aussi supérieures qui ont mis en place le système de management de la qualité. C'est même démarche que la mise en place de ce système dans une entreprise. Donc même exigences qui sont applicables et tout. Donc c'est de la même façon comme j'ai déjà détaillé dans la démarche à suivre pour mettre en place un système de management de la qualité. Alors vous pouvez nous donner, c'est bon, on peut en mettre en monsieur, est-ce que l'organisme doit conserver les informations sur les non-conformités de l'organisme? Si oui, quel est l'intérêt de cette conservation? Alors, donc, c'est une bonne question. Oui, il faut avoir les informations documentées sur les non-conformités de l'organisme. Alors, donc, premièrement, lorsqu'on parle de non-conformité, donc déjà la détection d'une non-conformité, ça veut dire l'analyse des causes de cette non-conformité, ça veut dire la planification des actions pour maîtriser ou bien pour gérer cette non-conformité. Donc ça peut nous aider bien sûr pour bien maîtriser, pour éviter la réapparition de cette non-conformité, parce que tout simplement on dit que le fait que déjà d'avoir cette non-conformité, donc il y a toujours le risque que cette non-conformité apparaît ou bien réapparaît encore une fois, ça d'une part. D'autre part, lorsqu'on parle d'une exigence qui est très importante aussi dans la norme, qui est la gestion des connaissances, donc le fait de bien gérer ou bien d'avoir une information documentée relative à la non-conformité, ça peut améliorer la connaissance, c'est-à-dire ça peut vous aider à avoir un retour d'expérience pour voir par exemple dans le cas de l'apparition d'une non-conformité similaire ou bien de la même non-conformité, c'est-à-dire on n'aura pas obligé ou bien on va gagner du temps au lieu de refaire une analyse des enjeux, etc. Donc c'est-à-dire on sait bien quelles sont les actions à mettre en place pour corriger cette non-conformité. Et c'est ça où il vient, ou bien c'est pour ça il vient ce qu'on appelle l'analyse des risques, donc c'est-à-dire déjà d'avoir des planifiés, ou bien de planifier des actions face à ce risque afin de bien maîtriser ces risques, et bien sûr afin de diminuer l'occurrence ou bien la fréquence de l'apparition de ces risques, ou bien la gravité de ce risque, ou bien de cette non-conformité. On continue. Dans l'ancien référentiel, le principe approche. Vous pouvez me donner histoire de nous conserver. Question. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une planification de modèle? Alors, monsieur, attends.
C'est une question qui est proche. Je vais, pardon, pour voir. Alors, une question de M. Mehdi. D'abord, ma question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une planification de modification sur chapitre 6.3? Alors donc pour le chapitre 6.3 qui est la gestion des modifications relatives au système de management de la qualité, donc la norme exige de planifier des actions pour gérer les modifications ou bien ce qu'on appelle les changements qui peut apporter notre système de management de la qualité. Donc je vais vous donner un exemple. Donc j'ai dit déjà que la norme il est applicable pour toute activité, pour tout service, etc. Donc il faut tout simplement déterminer déjà dans le chapitre 4.3 ce qu'on appelle le domaine d'application, c'est-à-dire le périmètre d'application de votre système de management de la qualité. Alors donc pour répondre à cette question, supposons qu'on est une société qui a par exemple, ou bien qui se constitue de 3 unités par exemple, et nous avons commencé la mise en place de notre système de management de la qualité dans l'unité 1 par exemple, et ensuite par exemple nous allons planifier ou bien nous avons décidé de mettre le système de management de la qualité sur la norme dans l'autre unité après une année ou bien après 2 ans ou bien après 6 mois par exemple. Donc ça c'est une modification relative à notre système de management de la qualité, c'est une modification relative au périmètre de l'application de notre système, parce que tout simplement le périmètre il va être changé. Donc on aura besoin de planifier des actions pour gérer cette modification qui est la modification relative au périmètre de système de management de la qualité. C'est-à-dire on aura besoin de prendre des décisions, bien des actions, par exemple le recrutement du nouveau personnel, par exemple l'application du système, etc. Donc ce sont des actions que vous devez planifier pour gérer la modification. La même chose, supposons que nous voulons faire une extension relative à nos produits, c'est-à-dire on ajoute à notre produit bien des nouveaux produits. Donc c'est une modification aussi liée au périmètre de notre système de management de la qualité qui est l'activité ou bien les types des produits. Donc on aura besoin de planifier des actions, par exemple, comme j'ai dit, recrutement des nouveaux produits, des nouveaux personnes bien sûr pour gérer ou bien pour mettre le système de management de la qualité. Par exemple, on peut prendre comme décision la mise en place d'un laboratoire pour faire des nouveaux tests relatifs à ce nouveau produit, etc. Donc ce sont des actions qu'on doit planifier pour gérer la modification. Donc ça c'est juste un exemple. On peut avoir aussi des autres exemples relatifs aux modifications. Supposons par exemple, il y a un départ de la direction générale qui a défini l'orientation stratégique, etc. Donc automatiquement, on aura une nouvelle orientation stratégique, etc. Donc on aura besoin tout simplement de planifier des actions parce que tout simplement il s'agit d'une modification relative à notre système de management de la qualité, parce que on sait bien que le changement ou bien la modification relative à l'orientation stratégique, donc automatiquement l'orientation ou bien automatiquement le changement relatif aux objectifs qualité, relatif à la façon de travail, etc. Donc on aura besoin de gérer ces modifications en planifiant des actions. Alors donc est-ce que vous pouvez nous donner un exemple aussi, exemple du checklist. Madame Fatima Zarachouta, exemple de checklist s'il vous plaît. Je ne sais pas de quel checklist vous parlez. La démarche pour qualifier notre procédé afin d'assurer qu'il répond bien aux exigences de la norme. Alors donc pour s'assurer que vos processus répond bien aux exigences, donc vous pouvez utiliser l'audit interne, c'est-à-dire pour chaque processus vous verrez quelles sont les exigences ou bien quelles sont les exigences qui sont exigées pour ce processus. Et ensuite bien sûr vous faites votre analyse ou bien votre audit interne afin de détecter est-ce qu'il est conforme par rapport au référentiel ou bien par rapport aux exigences relatives à ce processus ou non. Et ensuite bien sûr vous sortez par un checklist ou bien vous sortez par un bilan de l'état actuel de ce processus afin de planifier bien sûr quelles sont les actions à mettre en place pour rendre ce processus qualifié ou bien se rendre ce processus conforme aux exigences de la norme. C'est une méthode à suivre pour planifier des actions à atteindre. Alors, monsieur Mehdi,
est-ce qu'il y a une méthode à suivre pour planifier des actions? Donc généralement pour la méthode pour planifier des actions, donc il faut analyser déjà les causes pour avoir des actions qui sont ciblées. Ensuite, vous planifiez des actions. Pour les actions, pour se conformer à cette exigence, donc vous devez planifier, ou bien vous devez mentionner quelles sont les actions, vous devez désigner le responsable de l'action, les ressources de chaque action, les ressources nécessaires, quels sont aussi les délais prévus pour la réalisation de l'action. Vous pouvez ajouter aussi la méthode de voir l'efficacité de l'action, etc. Donc c'est une démarche normale, donc c'est-à-dire l'action, le responsable de l'action, les ressources nécessaires, le délai, le jugement de l'efficacité, bien sûr le suivi de l'action jusqu'à la clôture. Existe-t-il des indicateurs pour évaluer l'impact valeur ajoutée par un système de management de la qualité de l'organisme? Donc pour les indicateurs de performance, donc vous pouvez pour chaque processus avoir par exemple vos indicateurs que vous jugez nécessaires ou bien que vous décidez qu'ils sont ou bien que vous avez besoin. Donc généralement il y a plusieurs indicateurs ou bien des propositions. Donc la norme n'exige pas d'avoir quels sont les indicateurs, mais généralement vous pouvez par exemple avoir des indicateurs qui sont liés au nombre des actions qui sont réalisées dans une période, par exemple au nombre des non-conformités détectées lors des audits, par exemple le taux de réalisation de ces actions, c'est-à-dire combien d'actions vous avez planifié, combien d'actions vous avez réalisées. Vous pouvez ajouter aussi un indicateur relatif à l'efficacité de ces actions, c'est-à-dire combien d'actions efficaces par rapport aux actions réalisées, le nombre aussi des audits internes, parce que c'est-à-dire tant que vous avez un nombre élevé des audits internes, donc c'est-à-dire il y a un bon suivi des indicateurs aussi, le respect de la revue de direction, le respect des actions planifiées lors de la revue de direction, etc. Donc vous avez plusieurs indicateurs que vous pouvez utiliser pour voir est-ce que votre système de management il a créé une valeur ajoutée ou bien il a amélioré votre système. La même chose aussi lorsqu'on parle des indicateurs de processus, par exemple, supposons le fait de suivre par exemple un indicateur dans la production qui est, je dis n'importe quoi, qui est l'arrêt par exemple des machines ou bien le non-respect de planning, etc. Donc le fait de suivre ces indicateurs et à chaque fois l'indicateur n'atteint pas son objectif, vous fixez des planifications ou bien des actions pour corriger la situation, donc ça peut améliorer votre productivité, parce que tout simplement, supposons que vous suivez un objectif relatif à la productivité ou bien relatif aux arrêts des machines, etc. Et le fait de planifier à chaque fois où vous n'atteignez pas l'objectif des actions, donc c'est-à-dire vous arrivez au moment où vous allez respecter ce planning, vous allez respecter cet objectif, etc. Donc ça peut être une valeur ajoutée concrète relative tout simplement à la productivité. Donc ça c'est juste un exemple. C'est la même chose lorsqu'on parle d'une réclamation client par exemple. Donc c'est-à-dire supposons que nous avons un nombre élevé de réclamations clients et on planifie des actions pour gérer ou bien pour répondre à ces réclamations. Donc ça peut nous aider tout simplement à diminuer le nombre de réclamations, donc ainsi de garder le client et d'améliorer notre chiffre d'affaires, etc. D'accord? Quelle est la démarche? On a répondu déjà. Quelle est la démarche qui méthode suivre pour planifier? On a déjà répondu des indicateurs. C'est quoi le cadre que la politique doit fournir pour les Madame Soukaina, pour la réponse relative à la politique qualité et les objectifs qualité, nous avons déjà répondu à cette question. Et comme j'ai dit, donc, pour ne pas répéter la réponse relative à une question, pour les gens qui ont raté la réponse, donc on va essayer vers la fin de partager la vidéo donc, pour que vous puissiez voir toutes les réponses. Mohamed Faraji, vous avez mis deux questions, nous avons déjà répondu comment évaluer les opportunités, un exemple des enjeux, nous avons déjà aussi répondu avec détails sur l'analyse des enjeux. Le multiprofessionnel n'est pas exigé par la norme, mais est-ce qu'on peut dire que ce sont des moyens indispensables, essentiels pour la maîtrise du processus? Madame Sheima, oui, la notion de procédure n'est pas exigée. J'ai dit que dans la norme,
ou bien dans la nouvelle version, ce qu'on appelle la typologie des documents n'est pas exigée. Mais l'essentiel, c'est de documenter l'information avec la façon que vous voulez. Vous pouvez avoir par exemple la façon de rédiger une procédure. Ça vous aider bien sûr pour la maîtrise de votre processus. Ça peut être aussi une méthode pour bien maîtriser ce qu'on appelle la connaissance. Donc supposons par exemple que vous avez rédigé une procédure, comment réaliser une tâche ou bien une activité, etc. Ou bien comment réaliser un procédé. Donc supposons par exemple la personne qui réalise cette tâche, il a démissionné ou bien il a fait un départ, ensuite il y a un recrutement d'une nouvelle personne. Donc c'est-à-dire le fait d'avoir une procédure, ça peut faciliter la passation, bien ça peut faciliter la continuité de cette connaissance vu que il est documenté, etc. Et aussi nous avons déjà parlé de ce qu'on appelle le retour d'expérience aussi au niveau de l'informatisation ou bien la documentation des informations. Nous avons dit le fait d'enregistrer par exemple les non-conformités, le suivi de ces non-conformités, ça peut nous aider aussi d'avoir un bon retour d'expérience afin de l'utiliser bien sûr dans le cas de détection d'une non-conformité similaire ou bien de la même non-conformité. Alors, monsieur nous parle dit comment faire une matrice des interactions des processus. Alors, pour la matrice des interactions interprocessus, donc c'est assez simple. Donc, généralement, c'est une matrice qui définit la relation entre ces processus. Donc, c'est-à-dire, on peut faire, par exemple, on peut lister les processus. Déjà, c'est une matrice diagonale, donc dans laquelle on peut lister horizontalement les processus, et avec même ordre, on peut les lister aussi horizontalement. On peut définir un sens de relation, donc c'est-à-dire le processus A, qu'est-ce qu'il donne au processus B au niveau de cette relation. Donc on peut avoir plusieurs données ou bien plusieurs éléments qui peuvent être des éléments d'entrée pour le processus B et ce sont des éléments de sortie du processus A. Donc il se peut être des matières premières, des matières, des produits, il se peut être des informations, il se peut être des documents, des enregistrements, il se peut être par exemple des validations par exemple, des documents, etc. Donc dans ce cas-là, on met toutes les relations relatives ou bien entre ces deux processus, et de la même façon pour les autres processus, c'est-à-dire supposons par exemple on prend deux processus, par exemple l'achat et la production. Donc on peut dire que l'achat est dans par exemple à son élément ou bien à son client interne qui est la production, il demande les matières achetées, il demande par exemple les informations retournées des fournisseurs, etc. Et de la même façon, on peut dire que la production, par exemple, il donne à l'achat tout ce qui est demande d'achat, tout ce qui est définition de besoin, tout ce qui est spécification technique d'achat, etc. Donc, c'est-à-dire, ce sont un ensemble des flux qui peuvent être informationnels, qui peuvent être matériels, qui peuvent être les autres ressources entre ces processus. Donc c'est une matrice diagonale parce que vu que nous avons dit que on va lister les processus avec même ordre, donc c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'il y a une relation entre un processus et lui-même. Donc c'est pour ça on peut dire que c'est une matrice diagonale. Par où commencer pour mettre en place un système de management de la qualité. Donc nous avons déjà parlé de la démarche de A à Z, comment planifier ou bien plutôt comment mettre en place votre système de management de la qualité. Alors il y a des indicateurs, c'est pour le paramètre, comment évaluer. Comment faire une étude de fiabilisation des processus afin de vérifier. C'est ce qu'on vient de répondre aussi, M. Mustafa Lawad. Donc au niveau de la qualification et la fiabilisation des procédés, des processus. Donc nous avons déjà parlé des méthodes pour évaluer ces processus. Tout d'abord, suivi très riche en information, je voulais savoir si ce qui peut se transformer. Oui, un risque, on peut le transformer en opportunité si nous arrivons par exemple à bien maîtriser ce risque, nous avons identifié et planifié des actions qui sont efficaces pour gérer ce risque, etc. Donc on peut le considérer comme étant
une opportunité. Je prends un exemple. Donc, supposons que parmi les risques que nous avons dans une entreprise, par exemple, nous avons identifié que les personnes, par exemple, ou bien mal qualifiées, ou bien un besoin de qualification, ou un besoin au niveau de compétences. Donc, supposons que nous avons planifié un ensemble des actions, donc par exemple la formation du personnel, l'encadrement du personnel, etc., etc. Donc, dit qu'on maîtrise bien ce risque, donc on peut dire que nous avons détecté ou bien nous avons une opportunité qui est du personnel qualifié, du personnel bien formé, etc. Donc, c'est une opportunité interne qu'on peut donc qui est transformée bien sûr à partir d'un risque. Et la même chose, on peut avoir une opportunité et le fait de ne pas bien gérer ou bien ne pas améliorer cette opportunité, ça peut être aussi un risque. Alors, quelles sont les informations Alors, quelles sont les informations documentées externes que l'organisme doit garder? Donc, généralement, la norme, il dit que lorsqu'on parle de tout ce qui est documents externes, alors donc il y a ce qu'on appelle déjà, lorsqu'on parle des exigences, dans un système de management de la qualité, donc il y a plusieurs types d'exigences. Donc il y a des exigences qui sont, ou bien il y a des exigences normatives, donc c'est-à-dire que ce sont des exigences liées à la norme. Il y a aussi des exigences liées aux parties intéressées. Par exemple, supposons qu'un client il nécessite par exemple d'avoir un bulletin d'analyse ou bien un certificat de conformité d'un produit, etc. Donc ça devient une exigence dans votre système de management de la qualité. Et il y a aussi des exigences ou bien des points qui sont jugés, exigés par votre entreprise ou bien par votre système interne. Donc généralement dans la norme, on ne peut pas trouver des exigences qui sont externes ou bien des documents qu'on doit... Pardon. Alors, donc, comme j'ai dit, donc, il n'y a pas dans la norme, par exemple, une liste des documents qui doivent être externes, mais bien sûr, vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez avoir des documents que vous exigez nécessaires à avoir. Par exemple, supposons que vous réalisez un test d'un produit dans un laboratoire externe, donc vous pouvez dire que vous devez garder ce rapport externe parce qu'il y a la possibilité qu'un client, par exemple, demande tout simplement ce rapport pour être sûr que son produit livré est conforme, etc. On peut ajouter aussi un point dans la norme qui est le plan de communication, donc qui organise tout ce qui est aussi communication interne et externe, donc c'est-à-dire quels sont les points à communiquer ou bien quels sont les sujets à communiquer en externe aussi, donc c'est-à-dire s'il y a par exemple des documents qui sont externes, qui sont exigés à communiquer selon votre système, donc il faut aussi les garder comme j'ai dit. Donc j'ai déjà donné comme exemple un rapport de test ou bien un rapport d'essai dans un laboratoire externe. On peut parler aussi d'un rapport d'audit externe. On peut parler aussi sur les normes ou bien les lois à Paris, etc. Donc c'est-à-dire que ce sont des documents qui peuvent avoir un impact aussi sur votre système management de la qualité. Alors, pardon, on continue les questions. Alors, quelle est la démarche? On a déjà répondu. Une méthode à suivre. Pour évaluer l'impact. Donc, on a répondu à tout ça. Tout d'abord, ce sont les informations documentées. Implantation de mobile. Comment peut-on qualifier les procédés? On a déjà répondu. C'est quoi la différence entre le principe et le nom? On a déjà répondu. Alors pour l'étape, monsieur Essam, l'étape clé au cours de l'implantation, déjà il faut bien analyser l'état actuel, donc il faut bien faire le diagnostic, mais tout d'abord
on peut dire que la maîtrise d'abord de la norme pour savoir déjà quelles sont les exigences nécessaires de la norme pour s'appliquer tout simplement dans la société, et surtout bien sûr l'étape clé, c'est l'encadrement à la réalisation du système de management de la qualité. Donc c'est-à-dire il faut bien expliquer aux personnes concernées quelle est l'exigence, comment appliquer cette exigence, quel est l'impact de cette exigence sur le système, etc. Donc généralement ce sont les points clés de l'implantation de votre système de management de la qualité. Alors donc je pense qu'on aura besoin d'arrêter. Donc j'espère bien que j'ai répondu au maximum des questions. Donc s'il y a des autres questions, vous pouvez me l'envoyer par mail ou bien sur LinkedIn. Donc comme ça, on peut organiser notre webinaire afin de répondre aux autres questions. Donc si vous avez des remarques, vous avez des propositions aussi, n'hésitez pas. Donc j'espère bien que j'ai répondu au maximum des questions. J'espère aussi que ce webinaire a été bénéfique pour vous. Et bien sûr, si vous avez des questions, donc je pense vous avez tous mon adresse mail, vous pouvez poser des questions, vous pouvez poser aussi bien, vous pouvez envoyer aussi vos commentaires, vos propositions. Donc on essaye de temps à l'autre aussi à partager quelques vidéos afin de vous aider bien sûr à maîtriser tout ce qui est relatif à l'industriel en général, donc quoi que ce soit que HSE, la production, la gestion de logistique, la maintenance industrielle, la gestion de projet, etc. Donc si vous n'avez pas des autres questions, donc on va essayer d'organiser aussi une autre vidéo pour voir la norme ISO 14001, la norme 45001, surtout la partie réglementaire, donc comment se conformer à tout ce qui est texte légal et réglementaire, comment les appliquer, comment aussi analyser par exemple un texte réglementaire, quoi que ce soit une loi ou bien un décret ou bien un DAE. Donc je parle tout simplement sur les textes réglementaires marocains. Donc voilà, donc je déclare la fin de ce webinaire. Donc je suis bien sûr ouvert toujours à vos propositions, à vos critiques même, donc, et merci à vous. Donc je pense je vais essayer de mettre mon adresse mail, comme ça vous pouvez envoyer si vous avez des autres questions que j'arrive pas vu le temps à répondre. Donc, je vais l'écrire dans